À la une de cette édition, la lutte contre la cybercriminalité qui passe à une vitesse supérieure au Burkina. Du matériel de pointe a été acquis par le ministère en charge de la sécurité pour mieux traquer les cybercriminels. Remise suivie du lancement d'une campagne de sensibilisation sur le phénomène. Détail en début d'édition. Dans cette édition, il sera également question de nutrition avec une interrogation. Quel impact des interdits alimentaires sur la santé maternelle et infantile? Interrogation au cœur d'un forum ouvert ce matin à Ouagadougou. Et puis, origine du Covid-19, le rapport tant attendu des experts de l'OMS est enfin tombé. 4 hypothèses sont émises, ce qu'il faut savoir en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Des ordinateurs et des logiciels de dernière génération, voici de quoi intensifier la lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso. Du matériel de pointe acquis grâce au projet EcoWarSea, un projet de lutte intégré porté par la CEDEAO et exécuté dans 3 pays. La remise du matériel a également vu le lancement d'une campagne de sensibilisation contre le phénomène. Issa Kafando et Draman Guéni. Ainsi, le programme EcoWarSea s'implante au Burkina. La traque des cybercriminels gagne en intensité. C'est un projet de la CEDEAO sur financement de l'Union européenne. Le Burkina bénéficie ici d'équipements informatiques de haut niveau et de logiciels d'analyse de données pour renforcer la cybersécurité, des équipements gardés secrets pour plus d'efficacité. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a la formation. Et ensuite, il y a l'aspect politique. Donc, c'est le programme, ça s'appelle EcoWarSea, qui regarde l'aspect équipement des pays, l'aspect renforcement des capacités des pays, l'aspect régulation, l'aspect politique régional. Naturellement, ce qu'on a fait aujourd'hui ici, c'est ce qui intéresse le pays individuellement, sa capacité, renforcer sa capacité à faire face à la cybercriminalité. Le Burkina bénéficie ici de plus de 5 milliards de francs CFA étalés sur 4 ans. Les 16 autres pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, bénéficient aussi du programme. Tous s'engagent, aucun pays ne sera un refuge pour les cybercriminels. Et ce qui est important dans cette démarche, ça permettra d'avoir une sécurité intégrée au niveau donc de la région. Nos pays individuellement, pour prendre en charge les sécurités de façon individuelle n'est pas pertinente. Ce qui est important, c'est d'avoir une sécurité renforcée, une sécurité intégrée au niveau donc de l'espace CEDEAO. Cette remise de matériel marque aussi le lancement de la sensibilisation sur la cybercriminalité. Une pratique qui fait perdre au Burkina plus d'1 milliard de francs CFA par an. De 2007 à 2019, le Burkina Faso est passé d'1 à 17 sociétés minières. Il faut donc une veille citoyenne pour une meilleure redistribution des revenus générés par le boom minier au Burkina. Ce rôle, l'ONG Orcad le porte. Elle a convié ce 29 mars à Ouagadougou les acteurs pour mener la réflexion sur la gouvernance du secteur minier. Nongbakouda et Sekou Zongo. L'analyse du code minier de 2015 du Burkina Faso et l'évolution du secteur minier burkinabé de 2007 à 2019, 2 points qui font objet de réflexion à cette rencontre. Une rencontre qui réunit des maires et des communautés des communes minières, des acteurs de la société civile et autres acteurs étatiques du secteur minier. Et pour tous ces acteurs, les extensions inattendues des périmètres exploités et la clause de stabilité fiscale restent les préoccupations majeures. Cette clause de stabilité voudrait que durant toute la vie de la mine, cela puisse être maintenu. Alors, si on vous met dans un carcan qui ne vous donne plus la possibilité de changer quoi que ce soit et que la mine doit durer 20 ans, vous savez, ça constitue une véritable perte pour nous. La question également des extensions. Et au fur et à mesure qu'on avance, tous les projets miniers aujourd'hui le font. Toutes ces questions sont source de perte d'argent pour l'État burkinabé de l'avis de Jonas Yen. Toutefois, on constate des changements positifs du secteur minier entre 2007 et 2019. Nous avons constaté qu'il y a une meilleure rationalisation des avantages fiscaux. Il y a également la prise en compte des questions importantes telles que la question du contenu local. Un autre point important également, c'est certains fonds qui accompagnent aussi la recherche.
Pour une meilleure gouvernance du secteur minier, ces participants suggèrent la révision de la convention minière pour permettre le suivi de l'évolution des cours de l'or et la rentabilisation des revenus miniers. Les conclusions de cette rencontre serviront de guide pour tous les acteurs. On en vient à cette interrogation. Quel impact des interdits alimentaires sur la santé maternelle et infantile? La question est au centre d'une réflexion qui réunit depuis ce matin à Ouagadougou acteurs de la santé, société civile et le champion national de la nutrition, le Larlé Naba Tigré. L'ouverture des travaux avec Alidou Badini et Aimé Solange Digma. D'après les indicateurs du ministère de la Santé, le taux de prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est toujours élevé. Il est de 24,9% en 2020. D'où ce forum national des leaders coutumiers et religieux sur les interdits alimentaires. Le but, c'est d'accompagner le champion national en nutrition et ses pairs pour la promotion de la nutrition maternelle et infantile. Tout seul, le message ne peut pas aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous remercions l'ONG Eleven Drive et le ministère de la Santé qui, à travers ces deux institutions, nous permettent aujourd'hui de rencontrer des leaders coutumiers et religieux qui sont des leaders d'opinion pour donner les meilleurs messages possibles pour changer les mentalités en matière de nutrition. L'enjeu, c'est d'échanger sur les fondements socio-culturels des interdits alimentaires et leur impact dans la nutrition maternelle et infantile. Et les attentes sont nombreuses. Si vous prenez par exemple les œufs, dans certaines coutumes, on vous dira que les œufs, c'est interdit pour l'enfant s'il ne va devenir voleur à l'âge adulte. Alors que vous connaissez bien la valeur nutritive de l'œuf. Et donc, nous voulons sensibiliser les personnes pour qu'on puisse justement abandonner ces pratiques-là. Nos attentes, c'est que l'ensemble des détenteurs d'enjeux ici présents ce matin puissent partager le même point de vue que le ministère de la Santé et qu'ils puissent nous aider au niveau de la communauté. Par ce forum, le ministère de la Santé veut impliquer davantage les partenaires traditionnels, religieux et les acteurs œuvrant dans le domaine en vue de promouvoir les pratiques optimales de nutrition maternelle et infantile. Santé toujours, et cette fois nous allons sur les pas du ministre en charge de la question qui était ce week-end dans la partie ouest du Burkina. À Koloko, à la frontière Burkina-Mali, Charlemagne Ouedraogo s'est imprégné du dispositif anti-Covid avant d'inaugurer un centre médical. Le film avec Ali Traoré. Après les cascades et le Oué, le ministre en charge de la santé met le cap sur la cité des vergers. Et dans cette province, Charlemagne Ouedraogo s'imprègne du dispositif mis en place ici à Koloko pour lutter contre le Covid-19. Nous sommes à la frontière et la vigilance doit être de mise. Outre ce poste frontalier, le ministre inaugure ici un centre médical au profit des populations de la localité. Nous sommes venus dans ce poste frontalier entre le Mali et le Burkina Faso, à Koloko, qui a une infrastructure sanitaire qui est achevée depuis 2016, mais qui n'avait pas encore été occupée par les agents de santé. Depuis le début de l'année, donc le personnel a commencé à occuper ces locaux et bientôt le médecin va rejoindre et ça sera une équipe forte de 10 personnes pour offrir les soins aux populations de Koloko ici. Nous avons visité les infrastructures qui sont des infrastructures complètes avec même des logements pour le personnel et un laboratoire, un dispensaire, des médicaments. Et nous avons vu que cette infrastructure fonctionne déjà. Chose qui a réjoui le premier responsable du département de la santé. Séance tenante, il a promis du matériel à ce centre pour accroître l'offre sanitaire. Mettre fin à la défécation à l'air libre à l'horizon 2030. L'ambition est affichée au ministère en charge de l'assainissement. Les acteurs de la question peaufinent les stratégies pour faire de l'assainissement total, piloté par les communautés, une réalité, nous disent Kwale Nebié et Boukari Ouedraogo. La défécation à l'air libre est toujours une réalité au Burkina Faso. Malgré les efforts des organismes et de l'État, la pratique a la peau dure et les chiffres sont parlants. Nous avions déclenché, je vous dirai ce que c'est, environ 2301
villages précisément. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes à 327 villages qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre. Du côté du ministère de l'eau et de l'assainissement, la défécation à l'air libre reste un défi et l'une des approches pour atteindre cet objectif est l'assainissement total piloté par les communautés. Après une première phase qui a consisté à subventionner les latrines et une seconde phase sans subvention directe des ouvrages, mais plutôt un accompagnement dans l'autoconstruction ou l'autofinancement, les résultats ne sont pas probants. Nous nous sommes rendus compte que l'approche qui a été mise en place depuis 2014 a connu certes des embellies, mais nous ne sommes pas satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus. Voilà pourquoi les acteurs en charge de ce programme veulent tirer leçon du manque d'engouement autour de ce programme afin de mieux se projeter dans l'avenir. Le parcours sera long certes car le message passe difficilement, mais dans tous les cas, les acteurs n'en démordent pas et comptent bien y arriver d'ici à l'horizon 2030. Cap sur la cité des Banquis où il est question de la condition féminine et c'est l'association Yiyé, ses partenaires qui renforcent les capacités des acteurs de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Une vulgarisation des textes suivie d'une initiation des femmes à l'outil informatique. Les échos de l'activité avec Yves Ramba et Dramansou. Ces femmes du milieu rural sont à l'école de la protection sociale et des TIC. L'association Yiyé entend à travers cette initiative rendre ces femmes du Houé, du Sourou et du Naëla plus autonomes dans la production et la commercialisation du niébé et du sésame. Les différentes formations sont assurées par le SPCNSP. L'association Yiyé, au regard de ce qu'elle fait, s'inscrit harmonieusement avec ce que nous faisons dans le programme national de réponse, surtout dans la composante autonomisation économique et la composante sécurité alimentaire. Et pour nous aider à mieux mettre en œuvre ces deux composantes du programme national de réponse des personnes vulnérables, nous avons jugé bon de collaborer avec cette association pour qu'elle puisse aider non seulement ses membres à pouvoir mettre ces deux composantes en œuvre et aider les autres femmes. L'une des innovations de cette formation de l'association Yiyé est l'initiation à l'Internet, aux réseaux sociaux et aux applications mobiles. Nous sommes dans l'ère du numérique. Alors, si on n'utilise pas les technologies de l'information, nouvelles technologies de l'information, on est vite dépassé. Or, actuellement, on peut rester sur soi et résoudre beaucoup de problèmes grâce à ces technologies. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu initier les productrices là, en zone rurale à utiliser ces technologies de l'information. L'UNICEF apporte son appui à cette initiative de l'association Yiyé afin d'obtenir un système de protection sociale cohérent et efficace. Dans le processus d'opérationnalisation de l'autonomisation socio-économique des femmes en milieu rural, la présidence des églises AD de la sous-région de Touessé dans le Passouré joue sa partition. Des femmes, mais aussi des hommes ont été formés dans divers métiers. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire des églises AD du Burkina. Sekou Zongo. La promotion de l'autonomisation des ménages ruraux à travers la formation des ressources humaines, un objectif que se sont fixés les églises des Assemblées de Dieu de la sous-région de Touessé, commune de Samba, province du Passouré. En marge de la commémoration du centenaire des églises AD, une formation est ici donnée à 100 femmes et hommes pour leur autonomisation. Les femmes ont bénéficié de plusieurs formations sur la saponification et les hommes ont bénéficié sur les techniques d'installation des kits solaires. 72 heures durant, 9 modules ont été développés, une formation qui, de l'avis des formateurs, les bénéficiaires sont désormais aptes, ce qui leur a été enseigné théoriquement. Et cela va les apporter en tout cas des revenus monétaires et lutter notamment contre le chômage. C'est les gens aussi, je pense que la formation qu'ils ont appris va leur permettre en tout cas de gagner en tout cas du travail. Vraiment, nous disons merci pour ce que nous avons eu à faire. On a plus un savon en boule aussi.
Vraiment, c'est intéressant à faire ça. Après cette série de formations, la Fondation Sompayimdi entend venir également en appui aux couches vulnérables avec du matériel de travail. Feuilletons à présent quelques pages des 2 ouvrages qui viennent de paraître sur les industries culturelles et créatives au Burkina. Leur auteur, Dr Jacob Yarabatioula, enseignant-chercheur. Le rôle de ces industries, leur valeur pour un pays comme le Burkina sont entre autres sujets abordés. Présentation avec Kwalen Nebié et Fousseni Kindou. Un arrimage bien réussi, Dr Yarabatioula est parvenu à concilier la notion d'industrie culturelle et créative toujours en discussion dans certains laboratoires et la situer dans un contexte burkinabé. À travers ces 2 ouvrages, Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, trajectoire et enjeux, et Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, analyse des filières, le chercheur mais aussi le praticien nous livre ici une claire compréhension qui va au-delà des concepts habituellement admis. Et pour le préfacier de ces ouvrages, c'est simplement une œuvre originale. Il a fait vraiment une collecte de données, une collecte minutieuse de données dans toutes les filières des industries culturelles. Il a réussi à le faire avec vraiment brio, tout en étant à la fois un praticien, ce qui n'est pas facile, et en étant un chercheur. Donc il a concilié scientificité et réalisme. Dans ces 2 productions intellectuelles, donc, l'auteur nous démontre à souhait les trajectoires et les enjeux de développement des industries culturelles et créatives comme facteurs de création d'emplois et de richesses. Et dans le second ouvrage, il va plus loin en analysant les contenus capables de création de sens pour notre société actuelle. Si vous voyez un peu l'entrée donc des industries culturelles au Burkina Faso, c'est une entrée par la porte justement des organisations internationales comme l'OIF, comme l'UNESCO. Mais au moment où les financements passent par justement ces institutions, à quel moment justement nous avons fait une réflexion pour dire les industries culturelles pour nous, voici ce que c'est et voici la voie que nous voulons emprunter pour les développer. Si pour les spécialistes de la littérature, l'œuvre littéraire est le produit d'une énonciation, à ce titre, elle n'existe que si elle est lue. En produisant ces 2 ouvrages, Dr Yara, comme on l'appelle affectueusement, s'adresse à l'intelligence de chacun de nous. Et ces ouvrages sont donc à lire et à faire lire. Fin de l'enquête des experts de l'OMS sur l'origine du Covid-19. Dans le rapport présenté hier, 4 hypothèses sont émises, mais la transmission du virus à l'homme par un animal réservoir semble la thèse la plus plausible. Le Covid-19 a tué environ 2 800 000 personnes dans le monde au cours des 15 mois qui ont suivi son apparition dans la ville chinoise de Wuhan. L'OMS a enquêté sur les origines de la transmission du virus à l'homme conjointement avec la Chine. Des experts internationaux se sont rendus à Wuhan du 14 janvier au 9 février et leurs conclusions sont présentées ce jour. Dans un rapport de 124 pages, ils estiment que le Covid-19 a probablement été transmis à l'être humain par un animal réservoir, la chauve-souris, via un animal intermédiaire encore non identifié. Parmi les suspects figurent le chat domestique, le lapin, le vison, le pangolin ou encore le blaireau furet. La transmission directe de la chauve-souris est toutefois jugée possible à probable. La théorie de Pékin, selon laquelle le virus n'est pas du tout originaire de Chine, mais a été importé dans des aliments surgelés, a été jugée possible mais très improbable. En revanche, les enquêteurs ont pratiquement exclu l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Les responsables de l'OMS ne se sont pas encore engagés sur ces conclusions. Nous allons lire le rapport et discuter, digérer son contenu et voir quelles sont les prochaines étapes avec les États membres. Mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires et plus poussées, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Le rapport est suivi de près car la découverte des origines du virus pourrait aider les scientifiques à prévenir de futures pandémies. L'OMS et le président du Conseil européen doivent également présenter ce jour un projet de traité international sur les pandémies visant à mieux affronter ensemble les inévitables crises sanitaires à venir. Retour au Burkina pour un coup d'œil sur les quotidiens et les journaux du jour s'interrogent sur l'aboutissement des assises de Paris sur le bombardement de Bouaké en 2004. À lire également dans les colonnes la revue des projets et programmes de la Banque mondiale au Burkina. La revue de presse de Vincent Kendribiogo.
Aujourd'hui, au Faso consacre sa une à la revue à mi-parcours du partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Les grands axes de la coopération passés au peigne fin, titre le journal à propos. C'est une revue à mi-parcours de la stratégie de cette coopération sur la période 2018-2023 afin de voir les grands axes sur lesquels il faudra mettre l'accent. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale, il est question de réorienter cette stratégie vers les priorités du gouvernement. L'un des résultats attendus étant de doubler l'accès à l'électricité aux populations d'ici 2023. Une revue à mi-parcours centrée sur les axes stratégiques, note citoyen pour sa part, ce qui a permis à la Banque mondiale de s'aligner sur les priorités nationales, des priorités qui prennent en compte la crise sécuritaire et sanitaire qui ont eu un impact sur l'économie. Dans la presse également, il est question de cette sortie des élèves à Ouagadougou, des élèves qui exigent l'annulation des réformes des examens, comme ici indiqué par le journal Le Quotidien. Pour les manifestants, cités par le journal, ces réformes envisagées ne sont qu'une remise en cause de leurs acquis, notamment l'accès à l'université qui risque de devenir problématique après le baccalauréat selon eux. Bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004, saura-t-on jamais la vérité dans cette affaire? Le journal Le Pays se pose la question. 16 ans après, le mystère reste entier s'il ne s'est pas épaissi, écrit le journal. D'autant que les accusés, comme des pièces à conviction, ont disparu sous les yeux de ministres français de l'époque. Les assises de Paris s'apparentent alors à un procès pour la forme. Un procès inutile. Des miasmes de la France-Afrique renchérit aujourd'hui au Faso. Que dira-t-on aux parents des victimes? A-t-on sacrifié des jeunes militaires sur l'autel de la géopolitique? Combien de temps va durer ce jeu de dupes? Aujourd'hui au Faso a plus de questions que de réponses. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme sur nos antennes.